Saveria, et on va continuer le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Taillé-Polian. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Également sur ce plateau, Jean-Marc Gabouty. Bonjour. Vous êtes sénateur RDSE de la Haute-Vienne. Pour nous éclairer, Mathieu Plane est également avec nous. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, ancien conseiller économique d'Arnaud Montebourg. Et puis Frédéric Dabi est également sur ce plateau. Bonjour Frédéric, politologue, directeur général adjoint de l'IFOP. Sophie Taillé-Polian, on a découvert cette note confidentielle de 3 économistes proche d'Emmanuel Macron, qui demande en urgence un rééquilibrage social de la politique économique du chef de l'État. Ce n'est pas une surprise pour vous ? Écoutez, je ne sais pas si c'est une surprise pour ces économistes de voir l'orientation prise par Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat, qui est une orientation effectivement très en faveur des certains avaient plus aisés. À l'écriture de son certains avaient réalisé, faisaient partie de ceux qui avaient écrit. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures sociales qui étaient inscrites dans ce programme et qui ne sont pas réalisées. Mais je crois qu'il faut plutôt s'interroger sur la logique globale qui est celle du président Macron, qui est d'utiliser les quelques rares marges de manœuvres financières qui existent pour faire bénéficier aux entreprises de nouvelles baisses d'impôts et aux plus aisés à travers la fin de l'impôt sur la fortune, de ces quelques marges de manœuvre au détriment des services publics et des plus pauvres. Jean-Marc Gabouty, vous dites patience. Au contraire, effectivement, il faut absolument empêcher que la balance, je le disais, ne penche trop à droite. Ce n'est pas un problème de pencher à droite ou à gauche. Je crois qu'il y a une logique différente de la part d'Emmanuel Macron. Et effectivement, lorsque ma collègue parle effectivement de suppression de l'impôt sur la fortune, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'orienter, ce qui était déjà fait, mais par voie d'incitation dans le passé, d'orienter l'épargne des Français en direction des entreprises. C'est la raison pour laquelle est sorti effectivement de cette base tout ce qui va en direction des entreprises. Mais ceux qui ont de l'argent et qui ne le mettent pas dans les entreprises, ils vont être taxés s'ils sont... Donc c'est un faux procès qu'on fait au chef de l'État, selon vous, Jean-Marc Gabouty. On lui fait un faux procès. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut bien voir qu'il y a... Le programme d'Emmanuel Macron reste un programme équilibré. Alors que tout se fasse de manière simultanée, certainement pas. Et il y a l'impression qu'il y a un certain nombre de mesures sociales qui ont été prises sur les minima sociaux, où actuellement il y a en discussion le reste zéro sur certaines prestations médicales, mais ce qui est occulté par... Programme équilibré, c'est ce que vous dites. Le programme est équilibré, sauf qu'il ne se met pas en œuvre, si vous voulez, de manière équilibrée. Peut-être que les premières mesures qui ont été prises sont plus des mesures destiné aux entreprises et à la compétitivité de notre économie, et que la partie meilleure répartition des fruits de la croissance était bâti sur 2 piliers, libérés, protégés. Je le concède. Mais qui ont asséché les marges de manœuvre. Mathieu Plane, c'est vrai que je le disais, ce programme avait été bâti sur 2 piliers, libérés, protégés. Pour l'instant, on a plutôt l'impression que c'est le libéré qui l'emporte sur le protégé. Regardez, le déficit de la sécurité sociale qui baisse, c'est bien la croissance qui fait baisser le déficit de la sécurité sociale. Mathieu Plane, pour que tout le monde puisse s'exprimer, Jean-Marc Gabouty, moi, je suis un peu surpris parce qu'il n'y a pas non plus finalement, ce qu'on peut quand même reconnaître à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas non plus tellement d'inconnus dans son programme. En gros, il applique quand même beaucoup de ce qui avait été annoncé pendant la campagne. Alors peut-être que les gens n'avaient pas lu dans le détail ou peut-être été surpris. Par contre, il y a 2 choses. Ce qui est plutôt plus surprenant et qui peut éventuellement donner des craintes, notamment à ces économistes, c'est sur le volet social, parce que la temporalité n'est pas la même sur effectivement les mesures sociales, leur montée en charge, et à la fois la taxe d'habitation, mais aussi la revalorisation de la prime d'activité. Et c'est vrai que beaucoup a été fait sur 2018 sur la réforme de la fiscalité du capital. Et donc le déséquilibre est vraiment très apparent sur 2018, mais il est censé se rééquilibrer au cours du quinquennat. Or, le rééquilibrage commence à être discuté. Les mesures fiscales sur le capital ont été très peu discutées, elles ont été prises rapidement. Et les mesures qui sont attendues, justement, pour créer ce rééquilibrage social, aujourd'hui, sont discutées d'une part parce que la réforme de la taxe d'habitation va coûter plus cher que prévu, parce qu'elle va être que pour 80% des ménages. Si elle est pour 100%, c'est 9 milliards supplémentaires à trouver. Et donc, il va falloir trouver des financements. Or, si ces financements passent par une réduction de la partie sociale qui était dans le rééquilibrage, effectivement, le compte n'y est pas. Et je pense que oui, cette temporalité crée des inquiétudes parce que le second volet, aujourd'hui, met du temps à arriver. Or, le premier volet a été très très rapide à mettre en place et il montre des signes qui vont vers les plus favorisés. Il y en a besoin de ce second volet social, Frédéric Dabi, puisqu'il a cette image d'un pouvoir un peu indifférent à la question sociale. C'est d'autant plus préoccupant si on essaye de répondre à la question qui t'a fait roi, si je puis dire. C'est clairement une base qui vient plutôt de la gauche. On voyait jour après jour dans notre rolling, notre enquête quotidienne pendant la présidentielle, c'est 50% d'électeurs Hollande de 2012 qui choisissaient Emmanuel Macron. Et là, on voit dans les enquêtes de popularité que la cartographie des soutiens
à Emmanuel Macron, c'est quand même beaucoup déplacé vers la droite. Alors, les Français ne parlent pas en termes de politique sociale, ne parlent pas en termes de rééquilibrage, ils parlent en termes de résultats de protection. Et on voit que l'attente de protection sur le plan social est très très importante. Une enquête qu'on a publiée la semaine dernière pour le journal L'Opinion, où chaque année on demande comment la politique de l'État doit être en termes de protection sociale. Il y a 12 points de plus entre 2016 et 2018. Ça veut dire qu'il y a un manque. Et puis, il y a une petite musique quand on appréhende la politique sociale du gouvernement, avec à sa tête un Premier ministre qui s'est défini comme première phrase comme un Premier ministre de droite, il y a le sentiment d'injustice pour beaucoup de Français. Des APL, ce n'est pas juste. L'impôt de solidarité sur la fortune, son changement n'est pas vu comme juste également. La CSG sur les personnes âgées, ça donne une coloration avec ce sentiment de déséquilibre entre ces deux aspects de l'offre programmatique d'Emmanuel Macron, protéger, libérer. C'est vrai que de ce point de vue-là, pour les Français, le compte n'y est pas, mais le compte y sera seulement à travers un prisme, un élément, les résultats sur le pouvoir d'achat. Avec aussi la difficulté pour les chefs de l'État, c'est qu'il n'y a pas vraiment de figure capable de compenser cette image de droite qui est véhiculée à la fois par le Premier ministre ou encore Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a dans un contexte en plus où le gouvernement, du fait de cet aspect technicien et il y a peu de figures connues qui émergent. Les plus connues sont des figures plutôt marquées à droite. Et puis un ministre de l'Intérieur qui, pour beaucoup de sympathisants de gauche, fait une politique qui n'est pas dans les canons socialistes. Donc dans ce cadre-là, il y a ce sentiment de déséquilibre. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces électeurs qui venaient de la gauche ne sont pas vraiment partis, faute de réceptacles crédibles, susceptibles de constituer une alternative à la politique menée par Emmanuel Macron. Sophie Taillé-Polian. Oui, alors, sur l'incarnation de la politique sociale, on a quand même dans le gouvernement une grande incarnation de la politique écologique. Nicolas Hulot, or, il peine, il est très à la peine. Donc, il ne s'agit pas d'une question d'incarnation, il s'agit d'une question de qu'est-ce qui est aujourd'hui mis en place. Alors, on parle du volet social, mais même ce qu'il y avait dans le projet d'Emmanuel Macron, notamment sur l'accès à l'allocation chômage pour les indépendants, dont certains sont en difficulté ou voilà, en précarité. Là, c'est le chômage le compte n'y est pas. Donc, c'est un choix quand même assez délibéré d'une orientation libérale qui est fait. Je dirais incarnation ou pas, ça ne change rien, on le voit sur les enjeux écologiques. Jean-Marc Gabouty, c'est aussi d'un point de vue politique la volonté du chef de l'État de profiter aussi de parti LR qui est un petit peu en crise et il va aussi sur ce terrain-là. Mais si vous voulez, il faut avoir une approche, je dirais, plus globale. Lorsqu'on prend la réforme, par exemple, du Code du travail, on retient ce qui a donné plus de souplesse, plus de liberté aux entreprises. C'est vrai. Personne ne dit que les indemnités chômage, pas les indemnités chômage, pardon, les indemnités de licenciement sur les 10 premières années ont été majorées de 25% à la suite d'une négociation avec les syndicats. Mais, ce qui produit une augmentation extrêmement faible. Mais... Pas du tout. Et une augmentation faites bien les calculs. Vous verrez bien, sur les 10 premières années, ça fait une augmentation qui est significative pour les gens qui, malheureusement... Et c'était bien inférieur à ce qui avait été promis à la CFDT par ailleurs. Ah non, écoutez, moi je ne sais pas ce qui a été promis aux uns et aux autres. Moi je note, mais personne n'en parle, si vous voulez. Donc si vous voulez, il y a les apparences et la réalité. Moi je crois que la réalité est plus positive. On négocie actuellement, enfin, le gouvernement est en concertation avec des professions d'ailleurs qui ont une réaction plutôt négative sur le sujet, sur le reste à charge zéro, pour un certain nombre de prestations médicales en optique, en dentaire, etc. Donc voilà, je pense demain, c'est pas évoqué non plus. On a un élargissement, un renforcement des mécanismes de participation et d'intéressement, c'est-à-dire le partage finalement des résultats des entreprises, qui fait partie des projets qui ont été annoncés, qui va venir effectivement en débat. Donc il faut avoir une vision, à mon sens, beaucoup plus globale. Et s'il y a des marges de manœuvre, c'est la compétitivité de notre économie qui permet de dégager les marges de manœuvre. Qu'est-ce que vous commence à consommer les marges de manœuvre, il faut continuer justement d'accentuer ce volet libéré plutôt que protéger les citoyens. Mais les deux. Il faut les deux en même temps, mais ça ne peut pas toujours se faire de manière totalement simultanée. Voilà. Moi, je crois que Emmanuel Macron s'est fixé un objectif sur 5 ans, et ce qui se passe au bout de 9 mois, 1 an, 15 mois, c'est pas ça qui infléchit sa ligne de conduite. Ce qu'il veut, c'est être jugé sur quelque chose qui apparaîtra au bout de 3 ans, ce qui est annoncé. On sait bien que la première année le du temps quinquennat, c'est souvent un marqueur important. Voilà, le temps médiatique et politique, la contre-attaque qui est en train de se faire, avec un plan
pauvreté qui va être annoncée. On nous annonce bien que les aides pour les gardes d'enfants pour les familles les plus modestes vont être renforcées. Il y aura aussi l'automatisation pour les aides sociales qui sont versées. Ça va permettre ce rééquilibrage, selon vous, petit déjeuner gratuit à l'école dans certains quartiers, ça va permettre ce rééquilibrage souhaité par justement ces économistes? Alors je pense qu'il faut attendre de voir effectivement ce que contient toutes ces mesures. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement réfléchir à l'efficacité de certaines mesures, certaines aides, mais il y a aussi la question budgétaire. Et c'est là où il y a un flou en fait. C'est qu'on ne sait pas si la réflexion est sur des questions budgétaires ou vraiment d'efficacité, parce que par exemple créer de plus de transparence sur certaines allocations, automatiser certaines allocations, diminuer le non-recours a plutôt un coût supérieur budgétairement qu'une économie. Donc là, on voit que ça s'inscrit aussi en même temps que le rapport qui doit venir CAP 22. Alors, on nous dit qu'il est enterré peut-être justement. Alors peut-être qu'il est enterré, mais on parle effectivement du financement, parce que il faut bien voir, la logique est quand même d'un financement sur la réduction de la dépense publique sur le quinquennat de toute façon. Et ça a été quand même largement remis en question, ces objectifs budgétaires vont pas être faciles à tenir parce qu'on ne sait pas exactement où les économies vont être faites. Donc aujourd'hui, on dit d'un côté, on veut rendre le dispositif plus efficace, et de l'autre côté, on dit on veut faire des économies. Je ne suis pas sûr que les deux soient toujours compatibles. Une fois de plus, l'efficacité, on est tous d'accord pour augmenter l'efficacité au même coût. Sauf que là, il semblerait que, par exemple, recentrer les aides, si vous prenez la prime d'activité ou certaines aides, sur les plus pauvres, veut dire on supprime aussi la progressivité d'autres aides qui permettent le retour à l'emploi, l'incitation à l'emploi, et qui profitent pas qu'aux travailleurs pauvres, mais aussi aux travailleurs modestes. Donc il y a toute cette question-là qui est du périmètre, des objectifs poursuivis. Est-ce qu'on réduit la sphère sociale et on la cible juste sur les plus pauvres, ou au contraire, on a un dispositif qui existe comme aujourd'hui? Mais clairement, moi je pense qu'on doit clarifier cette idée. Est-ce que c'est une question budgétaire ou uniquement des questions d'efficacité? Et on passe outre la question budgétaire à ce moment-là. Frédéric Dabi, on voit que le malaise s'étend auprès des proches du chef de l'État. Ça, c'est jamais bon pour un président exercice, cette contagion, justement. Alors, je ne parlerai pas de contagion. C'est quelque chose qui est un petit peu microcosmique, et en termes d'impact sur en fait, les Français, je ne crois pas que ça change fondamentalement la donne. C'est vrai qu'il y a un problème de déséquilibre. Il y a une politique qui est vue comme relativement injuste. À cela s'ajoute le sentiment que le président est relativement distant, un peu sur un mode giscardien, si je puis dire, aux préoccupations des Français. Mais, et ça a été dit tout à l'heure, et c'est une vraie rupture par rapport aux deux quinquennats précédents, même si la question de la première année, vous aviez raison Delphine de le dire, elle est absolument centrale, c'est la temporalité. Les Français laissent quand même du temps. Il y a de plus en plus d'impatience sur le pouvoir d'achat. Il y a cette musique de l'injustice qui s'impose, mais on lui laisse du temps parce qu'il y a le sentiment que les deux quinquennats passés ont été ratés, le sentiment que c'est un peu le quinquennat de la dernière chance, et puis il n'y a pas de débouché politique. On le voit aussi sur toute une série de réformes. La réforme de la loi travail était vue comme relativement injuste, était vue comme pas assez sociale. Elle est passée parce qu'elle était elle était inscrite au programme présidentiel, et c'est un petit peu la même chose. Faute de réceptacle en termes de mécontentement, on n'est plus dans cette bipolarisation qui faisait qu'un pouvoir jugé pas assez social pouvait regonfler une opposition qui pouvait, je pense au PS dans les années 2007-2012, qui dès le début avait cranté la dimension antisociale du pouvoir sarkozien avec la loi TEPA, avec le bouclier fiscal. Là, on n'est plus du tout dans ce contexte-là, et c'est une opportunité pour le président, mais clairement, il y a un vent mauvais, si je puis dire, et il y a toute une série de mécontentement qui montent sur la politique menée et sur une politique aussi catégorielle, ou plutôt anticatégoriale. Quand on regarde les personnes en situation de handicap, quand on regarde les personnes âgées sur la CSG, voilà, il y a quand même des ferments compliqués. Ouais. Sur la prime d'activité, puisqu'on voit qu'il y a débat, Jean-Marc Gabouty, est-ce qu'elle est utile, pas utile? Que doit faire le gouvernement? Non, je pense que cette prime est utile, prime d'activité est utile, alors il faut regarder exactement sa marge. Moi, j'ai vu des gens qui touchaient la prime d'activité, des gens qui sont relativement proches de moi, qui se demandaient pourquoi ils la touchaient. Donc il y a peut-être un périmètre de la prime d'activité à regarder, mais sur le principe, il faut bien entendu la maintenir. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui se demandaient pourquoi ils la touchaient, mais est-ce qu'ils la dépensaient ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle faisait partie de ce dont ils avaient besoin pour finir le mois de manière non pas extrêmement confortable, mais à peu près normale et décente. Et aujourd'hui, quand on parle d'une politique sociale recentrée sur les pauvres, les très pauvres, ce que dit Madame Buzyn, ce que dit Monsieur Griveaux, on oublie que l'enjeu de ces politiques, c'est un enjeu redistributif qui doit aussi parler à
la grande majorité de la population qui n'est pas riche, n'est pas aisée, s'en sort, et pour lesquels les aides sociales ne sont pas dans la pauvreté, mais pour lesquels un certain nombre d'aides sociales sont constitutives du pouvoir d'achat. On doit bien mesurer ça, et je pense qu'il y aurait un grand sentiment d'injustice si, sous couvert d'efficacité, on remettait en cause un certain nombre d'aides sociales pour des familles qui comptent sur la solidarité pour vivre de manière digne. Car c'est bien cette question des aides sociales et de leur réduction, de leur suppression, déclaration de Bruno Le Maire pour réduire la dépense publique qui a mis le feu aux poudres, Mathieu Plane. Oui, tout à fait. Enfin, et puis après, avec un discours un peu différent de Gérald Darmanin entre deux moments, un moment en disant non, pas du tout, et puis après, effectivement, qu'on avait trop d'aides sociales et que la prime d'activité était trop chère. C'est vrai qu'une fois de plus, il y a eu des engagements de campagne sur ces volets-là, et aujourd'hui, ils sont discutés. Et ils faisaient l'équilibre, on va dire, gauche-droite, ou en tout cas l'équilibre que Macron avait cherché à trouver. Et donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à voir si ces mesures-là vont être respectées. Une fois de plus, réfléchir sur l'efficacité, c'est une chose. En revanche, réduire les budgets, c'en est une autre. Et sur la prime d'activité, il ne faut pas oublier que la prime d'activité, les rapports sont vraiment en faveur de cette prime d'activité pour plusieurs raisons, parce qu'elle est quand même bien ciblée, elle va au maximum à 1,2 SMIC, donc c'est quand même pas des travailleurs riches, donc c'est quand même des travailleurs modestes. Elle permet de faire un complément de revenus, donc elle ne va pas gréver la compétitivité des entreprises, si on a un discours sur la compétitivité des entreprises, et en plus, de l'autre côté, elle crée une incitation de retour à l'emploi, et le rapport dit qu'elle a baissé le taux de pauvreté. Donc c'est vrai que réduire son montant aujourd'hui, ça serait assez aberrant, sachant qu'en fait, si les montants augmentaient, c'est parce qu'elle est efficace. C'est parce qu'il y a un taux de recours qui est supérieur à celui du RSA activité. Il faut savoir que le RSA activité, 70% des gens ne le demandaient pas. Aujourd'hui, après une activité, au moins, il y a 70% des gens qui avaient droit qui la demandent. Donc, ce qui est normal, quand on crée un dispositif, il faut y avoir recours. Et on crée des emplois, on voit qu'il n'y a pas de frein à l'incitation de retour à l'emploi. Donc, je trouve que à la fois le ciblage, les résultats économiques et sociaux sont bons. Et donc réduire cette prime d'activité risquerait d'avoir un impact anti-redistributif, et économiquement et socialement, serait une erreur. C'est juste une question d'image pour terminer, Frédéric Dabi, une question de temps aussi. Une question d'image, je ne le pense pas, parce que le juge de paix du quinquennat sera quand même des résultats sur le plan économique et social. C'est ça qui a perdu les deux présidents, les deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Alors, il a du temps. Il n'a pas d'échéance électorale à très court terme, mais il doit absolument montrer que en même temps, c'est-à-dire cette promesse de la campagne électorale est de nouveau opérante et officiante chez les Français. Et c'est vrai qu'il y a tout à fait un doute qui s'installe, notamment chez les Français de gauche. Eh bien, merci pour votre analyse, Frédéric Dabi. Merci à vous, Sophie Taillé-Polian. Merci, Jean-Marc Gabouty. Merci.